Les amis, c'est Genzo. Je suis très content de vous retrouver pour ce tout nouveau numéro de Café Anime. Et avant de parler de l'entretien, je voudrais, pour une fois, commencer par quelque chose de moins traditionnel. Aujourd'hui, je vais vous poser une question. Est-ce que vous aimez l'histoire, les amis? Car notre invité du jour, je suis sûr qu'il l'apprécie très fortement. On peut l'observer quand on voit ses analyses sur la chaîne YouTube Fumigène H, des analyses qui sont faites sur des mangas basés sur des faits historiques, et on peut aussi le voir lorsque lui-même se met de l'autre côté, lorsqu'il scénarise son propre manga pour rendre hommage au plus grand. Aujourd'hui, on est avec Monsieur Olivier Méry. Comment tu vas, Olivier? Honneur à toi Genzo. J'espère que tu vas bien et ravi de pouvoir participer à ce petit échange, cette petite discussion au CAF Anime. Ravi de ton invitation et franchement honoré de pouvoir échanger avec toi aujourd'hui. Eh ben, écoute, je peux dire que le plaisir, il est amplement partagé. Je sais que l'actualité est brûlante. On va pas se mentir, toi et moi, là, c'est une question de timing, parce que je pense que je suis arrivé au bon moment, Tout même à si c'était fait, peut-être c'est pas fait vrai, exprès. c'est vrai, c'est vrai. Est-ce que du coup, avant de débuter cet entretien, on le sait tous les 2, on est du coup fin juin, il fait très chaud. Est-ce que tu as de quoi t'hydrater ou pas? Ah oui, j'ai prévu ma bouteille d'eau, Genzo. Toujours, toujours. Ma petite bouteille d'eau. Voilà. Ah Alors, bah on peut y oui. aller. Bah voilà. On y va quand même, on va pas faire les choses à moitié, ça reste le café anime, c'est parti. Alors Olivier, forcément, dans le café anime, on a toujours une tradition. Est-ce que dans un premier temps, tu pourrais te présenter, présenter ton parcours et si possible, ton entrée dans les mangas et ou les animés? Et si tu as une préférence, n'hésite pas à nous le dire. Alors, donc je suis rentré dans le monde du manga, avec Dragon Ball. Je suis de la génération, Club Dorothée. Tout de suite, évidemment, grosse claque, Dragon Ball, les combats et cetera, Akira Toriyama, la puissance de cet auteur, ça m'a tout de suite, frappé et ça m'a suivi au fur et à mesure de ma vie. Ensuite, effectivement, j'ai eu une petite période où j'ai lâché un petit peu les mangas. Bon, ben, voilà, forcément, hein, je faisais un petit peu d'autres choses, dans ma vie. Et je suis revenu en force, j'ai envie de dire, dans à peu près 2017. 2017, j'ai commencé à retrouver ma petite passion, racheter des mangas, etc., etc. Et je décide d'ouvrir une chaîne YouTube pour pouvoir parler, pour pouvoir échanger avec d'autres fans tels que moi, chaîne qui s'appelle Fumigène H. Alors, je ne pourrais pas trahir et te dire pourquoi Fumigène H, parce que c'est le secret, c'est le fameux secret que je n'ai pas encore révélé, que je révélerai peut-être un jour, qui d'ailleurs n'est pas Ok. vraiment un truc de ouf, hein, pas un truc de ouf, hein, mais bref. Mais en tout cas, ouais, j'ouvre cette chaîne et petit à petit, je vois que ça commence à prendre. Avec Ok. mes petits moyens, j'arrive à fédérer, j'arrive à avoir un petit peu, voilà, pas mal d'abonnés à ma juste mesure, on va dire. Et jusqu'à au jour où je me mets à parler, effectivement, comme tu l'as si bien dit, de Kingdom, qui est un manga historique, effectivement. Et donc, Kingdom et Blue Lock aussi, parce que j'aime bien le foot. Ouais. Et ça m'a amené effectivement à derrière, après, m'intéresser, on va dire, de façon un peu plus profonde au monde du manga, écrire des scénarios. Enfin, j'écris des scénarios depuis 2018, etc. Mais ça m'a effectivement, tout cet engouement autour de la chaîne, autour du monde du manga, toutes ces connaissances que j'accumulais m'ont donné envie, effectivement, d'aller plus loin, toujours plus loin. Et c'est pour ça que derrière, bon, on va en parler bien évidemment, j'ai derrière commencé vraiment à écrire des scénarios manga parce que je voulais écrire mes propres histoires. Voilà, donc voilà un peu comment je suis tombé dans la passion manga. Mon manga préféré, évidemment, sans trahir de secret, c'est Dragon Ball. J'aime beaucoup Daino Daiboken aussi, un Ok. manga de cœur, et évidemment Kingdom, évidemment Naruto aussi. Hein, ce sont des mangas que vraiment j'affectionne énormément. Et j'essaye maintenant dans mes récits de pouvoir apporter une vision différente, peut-être une vision peut-être plus centrée sur le côté afro-caribéen, parce qu'on a Ok. été bercé, on a quand même été bercé avec la culture japonaise, qui est une bonne chose. Les mangas, évidemment, les Japonais mettent en avant leur culture à travers les mangas, et ils ont bien raison, évidemment. Mais je me suis dit que ça serait intéressant aussi, ça peut être intéressant pour les personnes d'avoir peut-être un récit différent, un univers différent, des pouvoirs différents, des personnages différents, des personnalités différentes, mais Ouais. toujours en gardant ce format manga, évidemment, qui est très populaire. Et Donc des voilà. cultures différentes aussi, Et finalement. bien sûr, des cultures différentes aussi. Je pense Mhm. que c'est intéressant. Par exemple, je te prends un personnage, je te prends Luffy ou même Goku, n'importe lequel de ces personnages. On découvre le monde
à travers leurs yeux, on découvre leur univers à travers leurs yeux. Ben moi, je vais essayer dans un récit, mais évidemment, on en parlera aussi lors de cet échange. Je vais essayer de faire la même chose, mais avec un personnage afro-caribéen qui, lui, va te faire découvrir l'univers aussi. Tu vas découvrir d'autres cultures. Elle va découvrir d'autres cultures, mais à travers ses yeux d'afro-caribéenne, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, bien évidemment. Donc voilà un peu, j'essaye d'ancrer dans mes récits un peu de culture afro-caribéenne. Voilà, j'essaye de proposer quelque chose, on va dire, de OK. nouveau au lecteur, tout simplement. Bah, justement, c'est bien que tu en parles parce que c'est vrai que, donc, tu as commencé ton activité de scénariste depuis 2018, tu le disais, à l'instant. Là, on a parlé de ton parcours, c'est aussi le moment forcément de parler de ton actu parce que, là, aujourd'hui, ce que tu nous présentes, c'est le livre dont tu es le scénariste. Un livre du coup, que tu as même présenté à France 24 il y a quelques jours. Frantz Fanon, Les couleurs du combat. Tout à fait, tout à Est-ce fait. que ouais, Alors, l'aventure, elle a commencé avec France Fanon en 2024. ouais, Alors, donc en fait, ce qui se passait, c'est que moi, j'étais en recherche d'une maison d'édition, comme beaucoup de scénaristes. J'avais normal. déjà, j'avais alors, mais c'était pas pour le projet France Fanon. C'était pour un projet. Je peux te le dire, c'est un projet qui va sortir en octobre 2025 normalement, si tout va bien, si tout va bien. OK. Et c'est un projet shonen, afro-caribéen, avec des super pouvoirs, etc. Un univers vraiment, vraiment fantastique. Et je cherchais une maison d'édition. Je cherchais une maison d'édition, etc. Et alors, j'avais essuyé quelques refus, hein, bien évidemment, comme tout le monde. Malgré que Forcément. j'avais fait voilà, hein, malgré que j'avais fait un dossier d'édition, j'avais mis un mois à faire mon dossier d'édition et tout. Enfin, il était ultra propre, ultra carré. Moi, j'avais des Je sais que c'est refus. compliqué, hein. Voilà, c'est compliqué, mais je pense que j'arrivais à me dire que les maisons d'édition, des fois, te refusent, pas forcément parce que ton projet n'est pas bon, mais peut-être parce que ton projet, au moment où tu le proposes, ils se disent, on n'a pas le lectorat pour ton truc. Et moi, c'est Ouais, ce que je me suis dit. Je me suis dit, bah tiens, je vais voir une maison, je sais pas, je fais une bêtise comme Delcourt, mais peut-être que Delcourt me dit, ouais, ton truc, on ne sait pas à qui on va le vendre. On n'a pas le lectorat. Donc, en fait, ouais, et c'est là, je me suis dit, OK, au lieu d'envoyer mon projet à un tel ou un tel, je vais cibler les maisons d'édition qui pourraient être intéressées et qui, moi, m'intéresseraient aussi, évidemment. Parce que voilà. Donc, j'envoie mon projet à Caraïbes Édition. Au début, Caraïbes Édition refuse. Mais ce qui m'a tout de suite tilté, c'est que la réponse du directeur de la maison d'édition, elle était personnalisée. C'est-à-dire que c'était OK, bonjour Olivier, machin. Je me suis dit, OK, c'est pas une réponse random. C'est pas un truc, tu vois, le gars, ouais, il a c'est pas le mail étudié automatique, mail de groupe là? Ouais, le fameux mail automatique, forcément. exactement. Donc je dis, OK. Et moi, je dis, écoutez, moi, je peux tout à fait l'adapter, le redessiner. Ouais, C'est pas un problème pour nous. Alors, ça nous faisait tout recommencer, mais nous, on est des terres, clairement. Et de là, la discussion s'engage. Donc, il m'appelle, on discute, etc. La discussion s'engage avec lui. Et au fur et à mesure de la discussion, le courant passe bien. Moi, il me demande de retravailler évidemment des choses sur le récit, enfin sur le récit, sur les dessins, etc. Enfin voilà, il me demande de retravailler quelques petits trucs, mais vraiment que des détails. Il n'a pas du tout changé le scénario en soi. C'est vraiment des petits détails, des découpages, machin. Il m'a demandé de retravailler pas mal des petites choses, on va dire. Et au c'est bout d'un hyper moment, encourageant. voilà. Et en fait, ce que j'ai apprécié dans cette maison d'édition, c'est qu'il était dans une posture de on sent que tu as un potentiel, on sent que tu as un truc, on va Ouais, t'aider. On va t'aider à le concrétiser. On n'est pas dans le non, on est dans le OK, on va voir ce que tu sais faire. On va essayer OK. de te pousser, on va essayer de te faire progresser. Et effectivement, j'ai progressé grâce à eux. Et là, il me parle d'un projet. Il me dit, écoute, nous, on aimerait, ça fait un moment on a un truc dans les tuyaux, mais on ne trouve pas de scénariste, on ne trouve pas de dessinateur. C'est des mangas historiques sur les figures des Outre-mer. Alors, tu me dis ça, moi, je suis guadeloupéen. Tu me parles tout de suite, quoi. Incroyable, incroyable. Et il me dit, est-ce que vous vous sentez capable de nous proposer un scénar, de nous proposer un truc vraiment structuré sur, voilà, il me dit France Fanon, Aimé Césaire, il y avait plusieurs noms et après on a arrêté le nom de France Fanon. Mmh. Je lui dis: «OK». Alors c'était toujours pas signé, hein, c'était toujours pas validé, hein. Donc, Là, tu es à dans ce le projet moment-là encore, tu es vraiment encore dans l'hypothèse. exactement. Donc je dis: OK. «OK». Je reviens, quelques mois après, je lui dis: «Voilà», je lui présente un truc. Il me dit: «OK». Il a adoré, il me dit: «OK, parfait». Il me dit: Je vois la vision du truc». J'ai voulu vraiment me proposer un scénario, mais c'était presque du page par page limite, tellement c'était Ouais, c'était balèze. Mais il a apprécié, il s'est dit: «OK, c'est précis, je vois où vous voulez aller, OK». Sauf qu'il nous manquait un dessinateur. Parce qu'effectivement, le dessinateur du premier projet, exact.
Lui, il était déjà sur mon autre projet, qui lui avait déjà été validé. Et donc, il me manquait un dessinateur. Donc, c'est là que j'utilise la chaîne YouTube, j'utilise FilmGNH et je fais une annonce. Je fais une annonce, ni plus ni moins. Je dis, les gars, je cherche un dessinateur. Ouais, Par normal. contre, un projet pro. Par contre, je leur dis, voilà, il faut un mec d'un très bon niveau. Et j'ai eu, je crois, une dizaine de candidatures. Oh, Et celle qui en est ressortie, c'est celle de Daniel Fernandez de Almeida, qui tout de suite, j'ai vu tout de suite qu'il était prêt. J'ai vu tout de suite qu'il était prêt, j'ai vu son trait, j'ai vu son découpage, j'ai discuté avec le mec, j'ai dit ok, c'est bon. Il me dit je suis prof de carré. dessin, prof d'art plastique au collège. Il m'a envoyé une petite histoire qu'il avait faite. Moi, c'était surtout la narration qui m'intéressait. Je vois Ouais, comment il fait son découpage, son truc, ses dessins. J'ai dit ok, c'est bon. Je le présente à la maison d'édition. La maison d'édition, ils m'ont fait confiance. Ils m'ont dit écoutez, déjà, voilà, si vous l'avez validé, voilà, mais évidemment, ils ont fait passer quelques tests, ils ont vu un peu ce qu'il a fait. Ils m'ont dit ok, le mec, ça se voit. Et pourtant, la prouesse, c'était que Daniel, c'est son premier manga, hein. C'est son ah premier OK. manga. Ah, c'est son premier manga. Et Sauf donc en que, fait, il a envoyé quoi juste à ce moment-là? Je te coupe, en mais fait, en fait, il il fait, envoie quoi? Il envoie des croquis, c'est non, quoi? il envoie des petites histoires qu'il a fait, qu'il a OK, réalisées, mais il a jamais fait un manga. Enfin, quand je dis son premier manga, c'est son premier manga format 160 pages, un truc édité, quoi, tu vois? Un vrai ouais, truc en mode pro. Il envoyait des petites histoires qu'il avait fait d'une quinzaine de pages, d'une vingtaine de pages, plein de dessins, plein d'illustrations, et cetera. En fait, on lui a demandé comme test, on lui a dit: «Fais-nous une histoire en dessinant Fanon», mais une histoire, voilà, random, un truc qui, et il a été capable de le faire. Et quand on a vu son trait, on a vu son découpage, on a vu son truc, c'était alors il avait imaginé une petite scène de fight, un truc comme ça, tu sais, voilà, un truc, voilà. Mais on a vu tout de suite que c'était bon, parce qu'après derrière, faut se dire que moi je suis derrière et en gros, je sais que je pourrais entre guillemets piloter un peu le truc. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était surtout de voir s'il maîtrisait les perspectives, ouais. les anatomies, le découpage, à quel rythme il pouvait dessiner aussi. Tous ces éléments-là, moi, voilà, c'était surtout ça en vrai qui m'intéressait. Parce que le reste, après, tout le scénario, les textes, tout ça, machin, ça, après, c'est moi qui m'en occupe. Donc voilà, on commence le projet. C'est Incroyable. validé. Donc je commence la recherche sur France Fanon. Moi, je connaissais le personnage, mais je connaissais pas son histoire, on va dire, de façon précise. Donc il a fallu que je me documente, il a fallu que je lise tout, bah, que je lise les ouvrages, les Peau noire, masque Mmh. blanc, Daniel de la Terre. Et c'est des ouvrages qui sont très durs à lire. Honnêtement, Peau noire, masque blanc à lire, il est pas Ouais. facile. Bah, il paraît, mais justement, alors pour les gens qui ne le connaîtraient pas, parce que finalement, on est plusieurs, du coup, à connaître des figures, du coup, de lutte contre le racisme, des figures vraiment, sur, la lutte anticoloniale. Mais pour le coup, c'est vrai que pour les gens qui nous écoutent et qui ne connaîtraient pas finalement qui était Frantz Fanon, donc comme tu l'as dit, Frantz Fanon était lui martiniquais. Tout à fait. C'était un psychiatre, philosophe, écrivain Tout et à fait. effectivement, c'est une figure, marquante, du coup, de la lutte contre le racisme et de l'anticolonialisme, pardon. Exactement. Et donc il a, quitté la Martinique pour participer à la Seconde Guerre mondiale. Il D'accord. a, ensuite, travaillé à Blida, du coup, en Algérie Exactement. et il a, exercé donc sa profession, du coup, de psychiatre en Algérie et c'est important de le souligner et il a soutenu activement, en fait, finalement, le Front de libération nationale, du Tout à coup, fait. à l'époque, en fait, des années 50. Exactement. Donc ses œuvres majeures sont bien effectivement Peau noire, masque blanc, qui était Idem. d'ailleurs l'objet de sa thèse, hein, si je me rappelle bien, Tout à fait. et Qui Les est damnés de la terre. Et Mmh. justement, la question que j'allais te poser, donc forcément, Peau noire, masque blanc, tu disais, c'est un ouvrage qui est compliqué. Je reviens sur du coup ce que tu me disais là. Moi, la Mmh. première chose qui m'est venue une fois que je m'étais renseigné sur Frantz Fanon, c'est, est-ce que pour toi, tu penses qu'aborder je trouve ça très intéressant, moi, du coup, de pouvoir, promulguer et promouvoir vraiment la culture, du coup, d'un personnage tel que lui, par le support du manga, pour pouvoir toucher différentes générations. Est-ce que tu penses est-ce que tu trouves qu'il y a eu vraiment des thèmes, tout ce qui touche en fait finalement à sa philosophie. OK. Est-ce que tout ça, pour toi, tu t'es rapidement dit: «Waouh, ça va peut-être être un peu dur de le retranscrire en manga»? Alors effectivement, c'est vrai que quand j'ai commencé les recherches sur France Fanon, j'ai vu tout de suite que la façon dont il abordait le racisme et le colonialisme était assez brutale. Peau noire, Ouais, masque blanc, c'est un livre qui, d'un point de vue, j'ai envie de dire verbal, est très ouais, brutal. Quand il parle, il dit le nègre. ouais, Il cherche à provoquer, à choquer. Il cherche à vraiment montrer comme.
la vérité, mais de façon très brutale. Donc c'est vrai que je me suis dit: «Waouh, il va falloir aborder ce Costaud. sujet-là, le sujet de la guerre de l'Algérie, Ouais, surtout en ce moment». Je me suis dit: compliqué. «Costaud, très costaud». En termes de et contexte, c'est pas facile, ouais. et je me suis mais en même temps, tu dois faire un travail objectif, tu dois relater les faits. Il y a aussi une part, Ouais, j'ai envie de dire, de subjectivité dans ce récit, parce que bah, moi, je suis guadeloupéen. Forcément, tout ce qui touche au racisme, l'esclavage, le colonialisme, ça me touche, mais je dois bien quand sûr, même réussir à prendre de la hauteur et me dire, OK, je vais relater les faits, je vais parler, voilà, il faut que je me transporte à l'époque. Je suis à l'époque, je suis en 1950, etc. Et essayer de remettre le contexte. Donc, si je dois montrer des choses choquantes, je le fais, c'est pour l'histoire, c'est pour le bien, c'est pour la compréhension des gens, pour qu'ils comprennent. Tu vois, bien sûr. je prendrai un exemple tout à l'heure sur Victor Scholcher. Tu verras, on en parlera un petit peu plus tard. Mais voilà, oui, effectivement, je me suis dit, c'est costaud. Et quand j'ai commencé à lire Peau noire, masque blanc, en toute franchise, je l'ai lu 2 fois. Parce que OK. en vrai, la première fois, j'ai lu, j'ai compris une partie, mais la dernière partie, je me suis dit: «Waouh, j'ai pas l'impression d'avoir compris, en fait». Donc j'ai dû le relire. Ah, j'ai dû le relire parce qu'en fait, à la fin, c'est une analyse clinique, en fait. Le truc, c'est un truc, clinique. Donc tu vois, je me suis dit: «OK». Psychiatre, Une hein, fois ouais, psychiatre. c'est un psychiatre de toute façon. Donc en vrai, Ouais, mais ce qui malheureusement, je pense que d'une certaine façon, ça a un peu desservi sa pensée, parce que sa pensée finalement est restée cantonnée aux intellectuels martiniquais, aux intellectuels, on va dire, dans le monde, parce qu'attention, il est très connu dans le monde, Frantz Fanon. Frantz Fanon est au ouais. moins aussi connu qu'un Martin Luther King, qu'un Che Guevara, qu'un Malcolm X. Il est très connu dans le monde. En fait, c'est en France qu'il a été caché. C'est ça Parce qui est que dingue quand même. forcément, il est devenu opposant à la France. En fait, il est tout ce que, entre guillemets, l'État français ne veut pas montrer, parce que on part d'un postulat où le mec, de base, fait la guerre pour la France. Donc Ouais, tu ne peux même pas le taxer d'être anti-français. Non, il part risquer sa vie pour combattre le nazisme. Donc c'est que fondamentalement, les valeurs de liberté, égalité, fraternité, il transpirait ça. Enfin, non. Et même, ouais, il a grandi dans une famille où justement les valeurs républicaines étaient mises en avant, malgré le fait qu'ils aient été colonisés. Tu vois, ils avaient, voilà, en tout cas, pour eux, voilà, c'était liberté, égalité, fraternité. Mais c'est quand il arrive dans l'armée française, oui, on le traite de sale nègre, etc. Il voit le traitement des tirailleurs sénégalais, on l'envoie en l'épisode de première Lyon ligne. aussi, non? Ah, il y a l'épisode de L'épisode de Lyon Lyon. aussi, tout à fait. Ouais, ouais, Et il voit que le traitement des tirailleurs sénégalais, il voit qu'il est toujours en première ligne. Donc forcément, il est dans les places les plus dangereuses et tout. Il se dit, attends, là, il y a un truc, il y a là. un problème. Ouais, Et il se dit, je vais combattre le nazisme, le nazisme, le racisme, tout ce que tu veux, mais j'en subis moi-même dans lequel je suis. Donc c'est pour ouais, ça que quand il est rentré en Martinique, il était déjà il était un peu perdu. Et en fait, je pense que c'était quelqu'un, vu qu'il était extrêmement intelligent, il s'est dit, il faut que je comprenne d'où ça vient ça. Et forcément, bah, c'est ça qui l'a mené à la psychiatrie. Parce qu'il s'est dit, OK, forcément. c'est là que ça commence. Ça commence dans l'esprit des hommes, en fait. Déjà la réflexion, elle est je la trouve vraiment très pertinente. C'est pouvoir réussir du coup déjà, tu parlais de recul tout à l'heure, réussir déjà justement à prendre du recul sur sa propre situation. Mhm. Pour ensuite, du coup, aller réfléchir à comment, essayer de faire bouger les choses et C'est en se ça. disant: «Bah, effectivement, l'étude du comportement, la psychiatrie, en fait, du coup, est peut-être le plus adapté». Waouh, ça demande, en fait, vraiment un sang-froid et une prise de recul, voilà, que je trouve assez impressionnante. Par contre, donc effectivement, moi, en attendant l'entretien, je voulais te demander aussi une chose. Bien sûr. Parce que la vie de Frantz Fanon, elle est variée. Elle est variée, tu l'as dit toi-même. On a du coup sa période en Martinique, on a la période où il a servi l'armée française, on a Ouais. la période où il part en Algérie. Est-ce Ouais. que toi, tu as décidé finalement de cibler sur des étapes de sa vie en particulier? Ou est-ce que ton manga, repart en fait vraiment de la genèse pour aller vraiment jusqu'à son décès, en 1961, c'est ça? Tout à fait. Ouais. C'était un parti pris de ma part. J'ai vraiment voulu faire l'intégralité de sa vie. OK, Alors, on dit l'intégralité de sa vie, on va dire, de son engagement dans les forces françaises libres, parce que c'est vraiment là que ça commence, on va dire, à 17 ans, jusqu'à sa mort. Pourquoi? Parce que, admettons que je cible juste, par exemple, sur Blida, qui est la partie effectivement la plus chaude de la vie de Fanon, c'est Blida. Mais je me dis que le jeune qui va lire ça, il sait toujours pas qui est Frantz Fanon. Il va lire, il va dire: «OK,
j'ai vu un mec se battre à C'est Blida vrai, contre l'injustice, mais je sais toujours pas qui est François Fanon. Donc il va devoir encore aller lire Peau noire masque blanc, etc., etc. Et moi, je sais que aller lire Peau noire masque blanc, c'est pas facile. Je le sais. Donc ma mission, comme le dirait Frantz Fanon, c'était de dire ok, je vais tout condenser parce que le format manga me permet de le faire. Le format manga me permet d'avoir des histoires très denses, mais dans un format condensé. Parce que, bah, comme tu le sais, la narration en manga est très rapide. c'est vrai. Tu mets une case, une idée, tac, 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 tu peux aller très vite en manga, en vrai. Donc, je me suis dit, je vais faire toute sa vie, effectivement. Alors, il y a certains passages où c'est un petit peu accéléré, c'est vrai, Bien mais sûr. au global, beaucoup de personnes qui connaissent la vie de Fanon ont lu l'ouvrage et m'ont dit, écoute, tu as mis les grandes lignes. Tout y est. C'est-à-dire que à la fin, tu déposes le tome, tu sais. Tu sais où il a grandi, tu sais pourquoi il s'est engagé dans les forces françaises libres, tu sais ce qu'il a subi dans les forces françaises libres, sans pour autant avoir tous les détails, évidemment, mais tu sais ce qu'il a subi, tu sais pourquoi il fait de la psychiatrie, tu sais pourquoi il va à Lyon, tu sais ce qui se passe à Lyon, effectivement, notamment avec l'exemple que tu as cité tout à l'heure, où De il l'enfant, ouais. a un enfant qu'il traite de sale nègre, effectivement, Mmh. où là, il a été choqué. Il n'a pas été choqué de l'insulte, il a été choqué de comprendre, il s'est dit, mais en fait, c'est systémique. Ouais. C'est un racisme structurel. Il est là depuis, enfin, il est dans les structures de la société. Et donc ensuite, tu sais pourquoi il va à Blida. Il va à Blida parce que justement, quand il est revenu en Martinique, il voit le, il voit l'île qui en soi n'est pas très véhémente envers la France. Il se dit bon voilà, il voit les Martiniquais vivent plutôt correctement. Attention, il y a des revendications, il y a des gens qui sont pas contents. Mmh. Attention, mais il voit pas un vent de lutte. Il se dit ok. Et lui, il était déjà dans cet esprit de décolonisation des esprits. Donc il se Qui est dit d'ailleurs, il le dit à un moment effectivement que, ce sentiment de lutte et de, mmh, de révolution finalement, oui, doit être nécessaire en fait pour arriver doit être nécessaire déjà dans l'esprit pour ensuite arriver du coup en tant qu'enjeu politique. Ça ouais, il le dit, ouais. exactement. Et il voit qu'en Martinique, en fait, il ne pouvait pas jouer un rôle. Il se dit: Je sers à rien ici». Donc finalement, il se dit: «Je vais à Blida». Il fait même une lettre à son frère et il dit: «Voilà, là-bas, je me sentirais plus utile». Et quand il arrive à Blida, en fait, il est tout de suite, interloqué, il est choqué de voir que les Algériens, en fait, sont restés algériens. Ils n'ont pas changé de culture, ils n'ont pas changé de religion, ils ont toujours leur base, ils ont toujours leurs coutumes, en fait. Et il se Ouais, dit: c'est «La passionnant. colonisation», il se dit: «La colonisation sur eux, ça n'a pas fonctionné». Ouais, Et le pire, c'est que lui, à Blida, il était extrêmement bien placé pour voir les effets de la colonisation. Et tout son travail à Blida, c'était d'établir le lien entre colonisation et aliénation mentale. De prouver qu'en fait, c'est la absolument. colonisation qui les rendait, on va dire, fous. Et ça a été difficile pour lui parce que derrière, il s'opposait à une structure médicale qui était vieillissante, avec des méthodes, enfin, quand les gens verront dans le manga, mais c'était des méthodes, c'était, Archaïque? on peut même pas se dire que c'était de la médecine, tellement c'était Ouais, des trucs avec des pics à glace et tout. Enfin bref, c'était des trucs assez impressionnants. Et ce système médical qui refusait de voir la vérité, qui était évidente en fait, elle était évidente. Au bout d'un moment, à partir du moment où tu arrives à être dans un pays et à faire en sorte de faire en sorte que les habitants du pays renient leur propre identité, mais forcément, il va y avoir des conséquences psychologiques, bien sûr. c'est sûr. Mais même pour le colonisateur, hein. C'est ça le pire en fait, hein. C'est ça le pire, c'est que Fanon, et je le raconte Ouais, aussi dans le livre, Fanon soignait même des policiers et des militaires français bien sûr, c'est vrai. qui est arrivé à un tel stade de violence, c'est-à-dire qu'il faisait subir tellement de violence aux Algériens que eux-mêmes se reprenaient cette violence et en avaient marre de faire subir une telle violence à une population. C'est-à-dire que même eux commençaient à être un peu perdus dans toute cette violence. J'ai l'exemple d'un. Enfin, alors, j'ai mis dans le livre, j'ai mis des cas, j'ai appelé ça les cas Blida, en fait, et j'ai mis des cas psychiatriques, des cas réels, hein, des cas réels que j'ai pris des damnés de la Terre, d'accord. Où par exemple, tu as un militaire, un policier ou un militaire qui, lui, carrément avait ligoté sa femme, enfin, il est devenu complètement Oui, fou. Il avait frappé d'accord. son enfant et tout, donc vraiment, bref, un truc assez fou. Mais et c'est là où la pensée de Fanon, elle est pour moi, c'est vraiment la base de l'anticolonialisme, c'est que lui traite aussi bien le colonisé que le colonisateur.
Il dit que de toute façon, la solution viendra de l'un et de l'autre, pas de l'un ou l'autre. C'est les 2 ensemble. Parce que les 2, de toute façon, ont un problème d'aliénation. Le colonisé est aliéné parce qu'il cherche à devenir le colonisateur et le colonisateur, lui aussi, est aliéné dans son esprit de domination, dans sa volonté de dominer. En fait, les 2 pour lui sont des aliénés C'est et ce qu'on donc avait il doit retrouvé aussi, tu sais, ouais, je me permets, dans certaines expériences, j'ai pas envie de te dire, du coup, de nom, au hasard. Je crois pas est-ce que c'était pas l'expérience de Zimbardo à l'époque? Où tu sais, des expériences où finalement on te disait que, si chacun avait son rôle, chacun allait se conformer finalement au rôle qui était le sien. On avait fait des expériences en rapport avec, détenus prisonniers et en fait, on se OK. rendait compte que finalement, je crois qu'il y a eu un film là-dessus qui est, ça doit être The Experiment. Mmh. Tu avais vraiment des personnes qui étaient censées, du coup, incarner les détenus et d'autres qui étaient censées incarner les gardiens et que finalement, du coup, l'expérience sociale montrait que à partir du moment où tout le monde avait identifié son rôle, eh bien, tout Mmh. le monde se conformait finalement à ce rôle-là. C'est un peu ce que tu racontes, en C'est un fait, peu ça. dans cet Mais échange. c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, au bout d'un moment, chacun connaît sa place, chacun connaît son rôle et après libre au colonisé de l'accepter ou de le refuser et libre au colonisateur de l'accepter ou de le refuser et dans le cas des Algériens, une grosse partie de la population le refusait. Et justement, c'est là C'est où ça il a qui commencé m'interpellait, à ouais. il s'est reconnu dans les Algériens. Il s'est Ouais, dit: «Non mais» finalement, il est tombé amoureux du peuple algérien. Il est mort en algérien, enfin non, clairement c'est pour ça que d'ailleurs en Algérie, il est extrêmement respecté. Il est très connu en Algérie, Fanon c'est pour ça que c'est un homme qui est fascinant parce que son approche du colonialisme, en fait, son approche, elle est novatrice. Personne n'avait fait ça avant lui. Personne ne faisait ça avant lui. Alors, il a mis en place quelque chose qu'on a appelé qui s'appelait la social thérapie, qui lui avait été initiée par François Tosquel, un autre psychiatre, mais lui, il l'a adapté à l'Algérie. C'est-à-dire que la social thérapie, c'est le fait de pouvoir reconnecter les malades avec des activités courantes, de les reconnecter à des activités saines, en fait, pour les reconnecter à eux-mêmes. OK. Et quand il arrive là-bas, quand il arrive à Blida, il teste la social thérapie, mais il voit que ça ne fonctionne pas. Mais c'est normal, parce que tu essayes de les soigner avec des coutumes, des cultures, des jeux qui ne leur parlent pas. Ça ne leur parle pas, ce n'est pas leur culture. Et là, il bien s'est sûr. dit, OK, je vais introduire des pièces de théâtre algériennes. Tiens, je vais prendre un chanteur algérien. Tiens, on va rénover une mosquée. Tiens, on va faire du foot. On va faire. Ouais, Il met incroyable. des choses qui les reconnectent à leur propre essence, tu vois. Et il voit que ça fonctionne. Et ça a véritablement fonctionné. Donc, c'est là où Fanon, pour moi, hein, c'est un personnage de l'histoire qui est la jeunesse d'aujourd'hui doit connaître Fanon. C'est une obligation, quelle qu'elle soit, quelle qu'elle Ouais, soit, qu'elle vienne de France, d'Afrique, des Antilles. On doit connaître Fanon parce que son combat, il est mondialiste. Son ouais, combat ne s'arrête pas c'est simplement vrai. aux frontières de l'Algérie. Fanon est connu même au Japon. Mais j'avais une question à te poser justement, Olivier, par rapport à ça, parce que si je me trompe pas, si je me Mhm. trompe pas, tu as décidé de faire un manga là-dessus, Ouais, un tome, tout où à tu fait. repasses du coup, de la genèse, donc comme on l'a dit, bah, finalement jusqu'à son décès. Ouais. C'est quand même intéressant parce que tu dis que les jeunes doivent connaître, Frantz Fanon. Moi, c'est pour ça que je te posais la question tout à l'heure. Je te disais: «Est-ce que retransmettre la pensée vraiment d'un érudit tel que lui, finalement, est-ce que c'est Mmh. pas hyper compliqué pour l'adapter à la jeune génération?» Et là où on peut faire un parallèle, c'est quand toi, tu as décidé, tu as fait un choix scénaristique que moi je trouve très intéressant. Tu as décidé finalement de raconter toute sa vie. Alors que, je fais une parenthèse, le biopic qui est sorti du coup en 2025 ne reprend pas toute sa vie. Tout C'est à un fait, choix. C'est un choix, encore une fois, c'est un choix du coup, scénaristique aussi. bien sûr. Mais globalement, moi, ce qui m'a intéressé, en fait, là-dedans, c'est de me dire que en choisissant le fait de repartir de la genèse pour retracer toute sa vie, tu as aussi moyen, plus que la vie de Fanon, de te rendre compte de l'évolution de sa pensée, l'évolution de ses comportements et c'est ça que je trouve intéressant, c'est que justement, le jeune qui pourra parce que finalement c'est le public que tu souhaites le plus toucher, je pense Oui, par bien rapport sûr. à ça. Le jeune, en fait, du coup, pourra plus potentiellement, s'imprégner finalement de la philosophie de vie de Fanon et de sa pensée en regardant finalement son histoire, mais aussi finalement les différentes étapes par lesquelles il est passé Bien et je trouve sûr. ça passionnant. Et en soi, j'ai même envie de dire que les 2 peuvent être complémentaires. Le film, effectivement, se centre sur Blida mais c'est vrai que moi, je te prends un exemple.
j'ai été le voir avec un ami à moi qui connaissait pas Fanon. En sortant du film, il s'est dit: «OK», il a aimé, hein, il a dit: «Ouais, c'est sympa et tout, OK», il a aimé, OK, mais il savait toujours pas qui était Fanon. Tu vois, il s'est dit: «OK, par contre, je comprends pas qu'est-ce qu'il fait là?» Qu'est-ce Parce que qui parcours voilà, de mais vie, après à un instant T, ouais. c'est un choix, le format, il pouvait peut-être pas, prendre Mmh. toute la vie et cetera et c'est pour ça que je me dis, le moi si mais attention, eux, c'est un choix, ils ont peut-être fait ça aussi dans le sens où ils se sont dit: «OK, nous, on va cibler sur Blida parce que Ouais, c'est là où on veut vraiment, où il s'est passé le plus de choses». Bon voilà, scénaristiquement, voilà. Après attention, ils expliquent aussi des choses dans le film, attention, hein. Faut bien comprendre ça aussi, mais moi, le format manga me permet, comme tu le dis, déjà d'aller toucher les jeunes. Après, c'est un pari, hein, parce qu'ils ont l'habitude de lire des Dragon Ball, One Piece, My Hero Academia, etc., etc. Et je suis le premier c'est clair. à lire ça et à bien évidemment kiffer. Et là, leur dire un personnage historique, je pense que ils vont se dire: «OK, c'est sous format manga, donc déjà, le sens de lecture, tout, ils sont pas perdus. OK, mais par contre, le sujet, il va falloir un peu de tu vois, il faudra un peu pousser, il faudra un peu le vendre, il faudra un peu que Ouais, tous les influenceurs fassent le boulot et cetera, qu'on fasse tous notre travail pour essayer de les pousser à aller s'intéresser à Frantz Fanon». Parce que c'est vrai que là, comme ça, tout de suite, de prime abord, il va dire: «Ouais, mais bon, il y a pas de super pouvoir, il y a pas de trucs comme ça». Mais je pense que il faut aussi être prêt à lire Fanon, que ce soit en manga comme dans ses livres. Il faut être prêt parce que c'est violent psychologiquement. Dans le manga, j'aborde des choses, des sujets qui sont extrêmement touchy sur la façon dont les Algériens étaient torturés, le traitement des bien Noirs en sûr, France, etc., etc. Donc il faut aussi être prêt à lire ce genre de choses. Il faut bien sûr. aussi être prêt. Donc je préfère un jeune qui me dit, écoute, j'ai pas lu ton manga en 2025 qui est sorti. Par contre, en 2027, bon voilà, j'ai été interpellé par Je plusieurs serais choses. peut-être prêt, j'aurais peut-être des circonstances dans ma vie. Ouais, voilà, je me suis intéressé un peu aux figures de l'anticolonialisme et je me suis dit: «Bah, tiens, il y avait un manga sur Frantz Fanon, eh bah, je vais le lire» et là, voilà, il sera prêt et ce qui est intéressant aussi, c'est que le but pour moi, une fois que tu as lu ce livre, c'est d'inciter la personne, bon, je le dis dans les remerciements aussi, mais de se dire: «Bah, tiens, pourquoi pas aller tester Peau noire, masque blanc? Mmh. Pourquoi pas aller tester Les damnés de la terre? Pourquoi pas aller tester des livres sur Fanon?» Ça doit donner envie de ce que le film a fait effectivement, parce que le film, d'une certaine façon, a quand même poussé les gens à s'intéresser derrière aux œuvres de Fanon. Donc, Ouais, le film, attention aussi, le fait de cibler sur Blida, ça a aussi poussé les gens, je pense, à se dire bah, qu'est-ce qu'il faisait là? Pourquoi il a choisi la psychiatrie? Qu'est-ce qu'il a fait avant? Ses parents? Bah tiens, je vais m'intéresser à la vie de Fanon pour avoir toutes ces informations que le film te donne pas vraiment, en fait, effectivement. franchement, j'ai trouvé ça passionnant parce que je suis convaincu, je te le dis vraiment, tel que je le sens, hein, je suis convaincu que ton manga peut donner, en fait, finalement, une ouverture, peut-être pas à l'instant T parce qu'effectivement, comme tu l'as dit, il y a peut-être des jeunes qui ont besoin d'évoluer, qui Oui. ont besoin effectivement, eux aussi, comme Frantz Fanon l'a fait, de passer par certaines étapes et je leur souhaite qu'elles soient quand même beaucoup moins violentes. Mais pour autant, je pense que si on l'inscrit dans le temps, ce manga peut vraiment, vraiment, en fait, toucher une nouvelle génération et je te remercie, en fait, de nous permettre, en fait, de nous renseigner sur qui était Frantz Fanon parce que comme tu l'as dit, son parcours, il est important. Il est même primordial dans la compréhension, de la lutte contre le racisme, mais aussi, du coup, dans la compréhension de la société en général et sur l'échange qu'on a tous, les uns envers les autres. Une chose, du coup, qui m'intéresserait aussi, c'est de te demander et là, Mmh. je vais me permettre aussi de te faire une transition vers les mangas et animés de manière générale. Bien sûr. Ce serait de savoir, finalement, est-ce que tu arriverais, toi, à me dire quelle œuvre, potentiellement, t'a le plus inspiré pour devenir scénariste? Qu'est-ce qui t'a donné, finalement, envie de devenir scénariste? Quelle œuvre, finalement, aujourd'hui, serait, celle que tu pourrais considérer, toi, comme la numéro un? Alors, effectivement, ouais, je différencie mon œuvre préférée qui est Dragon Ball et l'œuvre qui m'a donné envie d'écrire des scénarios. C'est vrai que c'est pas tout à fait la même chose. Heu, je dirais que Kingdom je dirais que Kingdom a été un grand précurseur effectivement, parce que j'ai vraiment, en fait, Kingdom m'a montré que c'est possible de raconter une histoire, de prime abord. Bon, voilà, l'histoire de la Chine. Moi, si tu m'avais dit, ouais, je vais te raconter l'histoire de la Chine, je t'aurais dit, ok, c'est peut-être intéressant, mais c'est pas l'histoire sur laquelle je me serais jeté en toute franchise, tu vois. OK. Et Yasuo Izahara m'a prouvé que je peux te raconter l'histoire de la Chine et te faire et te rendre fou et te faire kiffer. Pourquoi? Parce que je vais te la romancer d'une façon.
je vais Ouais, mettre des enjeux, je vais mettre de la tension, je vais mettre des histoires amoureuses. En fait, il m'a montré qu'en termes de narration, il était capable de prendre n'importe quel sujet et de le sublimer. Même si, attention, l'histoire de la Chine en soi est très intéressante. Mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit, Fumigène, parce qu'il m'appelle Fumi, ils me disent Fumi. Moi, je ne connais pas l'histoire de la Chine, je ne connais pas les spoils historiques, mais par exemple, ils m'ont dit qu'il y a certaines batailles de Hara, en soi, c'était juste un paragraphe. OK. Et lui, en un paragraphe, il arrive à te faire un arc. Il a fait 10 tomes. Voilà. Donc, effectivement, j'ai envie de te dire, il y a lui, il y a Kingdom, et évidemment, il y a Dragon Ball parce que effectivement, j'ai toujours quand même rêvé depuis que je suis tout petit, mais vraiment tout petit, hein, je peux même pas te dire à quel âge je faisais ça. J'écrivais déjà des petites histoires comme ça, machin et tout seul, machin. J'écrivais déjà mes petites histoires centrées sur Dragon Ball, parce que Ouais, forcément, il y avait une simplicité dans le récit que j'appréciais et que j'apprécie toujours. Et c'est vrai que ça m'a vraiment donné envie de raconter des histoires fantastiques et de faire rêver les gens. Et Kingdom, pour le côté historique, et c'est ouais, vrai que c'est ce qui m'a vraiment beaucoup donné envie. Je me suis dit, putain, quand il m'a proposé Fanon, je me suis dit, putain, c'est un peu le même exercice que fait Hara. Donc c'est vrai que ça m'a beaucoup inspiré. Et aussi Dragon Ball, qui m'a donné envie de raconter des histoires fantastiques avec des super pouvoirs, et notamment Broken Horizon, que je fais effectivement avec Alexandre et Daniel, pour le côté, on va dire, un peu plus fantastique. Et ce qui m'a donné envie, surtout aussi, en toute franchise, c'est aussi le fait est que j'ai lu énormément de mangas. Tu vois, j'en ai lu beaucoup, et encore, il y en a beaucoup derrière là. Et c'est vrai que commençait à s'installer une certaine forme de lassitude dans, ma, je dans, comprends, dans, dans mes lectures, parce que je bien commençais sûr. à me dire, OK, ça, je l'ai déjà lu. OK, ça, c'est pareil que ça. OK, ça. Et au bout d'un moment, je me suis dit, ah, j'ai un problème. Soit j'aime plus le manga, soit, et je dis en fait, ok, ouais, non, mais c'est moi en fait le problème, parce que eux, ils font leur récit toujours, ça coule, c'est toujours intéressant. Mais c'est moi Normal. qui me dis, ok, bah en fait, c'est peut-être qu'il faut que je raconte ma propre histoire. Et j'ai envie de dire, si tu veux une histoire différente, bah tu te mets à la raconter, c'est comme ça. C'est comme tous les gens qui se plaignent, Incroyable. ou tous les gens qui se plaignent, qui disent, ah oui, mais l'auteur, il devrait faire ça, il devrait faire ça. Bah, à ce moment-là, prends ton papier, prends ton crayon et écris une histoire. Si C'est tu clair. veux faire à la place de l'auteur, sois auteur, tu vois. Et c'est pour ça que moi, je me suis dit, OK, là, je m'y retrouve plus dans les mangas. Il y a des mangas, attention, toujours qui m'intéressent, etc. Mais j'en suis de moins en moins. C'est que j'ai besoin de raconter, déjà, mes histoires. Et Mmh. c'est que ce que je ne retrouve pas dans le manga, bah, je vais essayer de le faire. Je vais essayer de le créer moi-même. Je retrouve pas, OK, je retrouve pas ces points-là, ces points-là, ces points-là. OK, je les retrouve pas en manga. Eh bien, je vais le faire moi-même. Eh bien, je vais le faire moi-même, tu vois. Donc voilà, c'est les raisons pour lesquelles je me suis lancé vraiment en tant que scénariste. C'est que voilà, lassitude un petit peu à lire des mangas, donc envie de raconter mes propres histoires. Grosse inspiration de Yasuo Izahara, d'Akira Toriyama, effectivement, et aussi d'Aino Daiboken un petit peu. Et ouais, et envie de vouloir raconter des choses différentes. Là, effectivement, le manga qui sort en octobre 2025, tu verras, bon, déjà, c'est une héroïne. Et j'essaye de raconter des histoires dans un univers différent, des choses un peu Ouais, différentes. Attention, ouais. c'est très classique, tu verras dans le pitch, c'est très classique, machin et tout, mais quand les gens vont arriver dans l'environnement, quand ils vont voir les fruits, ce qu'ils mangent, machin, la danse et tout, ils vont se dire, ah, ça, peut-être que ça, on l'avait pas encore vu ça. J'essaye de changer un peu les choses, tu vois. Bah, pour le coup, c'est vrai qu'on a l'impression quand on regarde ton parcours qu'en fait, du coup, tu as tout exploré dans le sens où, heu, il y avait la passion Dragon Ball, tu as fait du coup, Broken Horizon. Ouais, Heu, Tu aimes les mangas historiques et effectivement, tu t'es lancé sur, Frantz Fanon, donc ça, franchement, ça donne, ton parcours, finalement, on peut dire qu'il est complet là-dessus. Juste pour avoir un point de vue ultra subjectif. ouais, Est-ce que, est-ce que tu penses que, c'est un petit peu indiqué ce que je te dis parce que forcément je connais tes vidéos. ouais. Heu, Est-ce que tu penses que, Kingdom peut repartir, de plus belle quand on sait que l'arc de Han est un petit peu long? Alors, je pense que Kingdom a pris un gros coup à la mort de Kanki, un Ouais, personnage emblématique de l'œuvre. Et je pense que la communauté Kingdom, étrangement pour certains, mais suivait Kingdom pour Kanki. Et je tu penses? pense que, ouais, je pense qu'il y en a beaucoup qui ont arrêté Kingdom après la mort de Kanki. Je pense OK. vraiment. Ah ouais, mais j'en ai eu, hein. J'en ai eu, hein, je te jure, tu vois, en zone commentaire de mes vidéos sur Kanki, j'ai beaucoup de personnes qui me disent, moi, c'est bon, j'arrête Kingdom. Parce que Kanki,
c'est un catalyseur de toutes les personnes. Et en plus, le pire, c'est que c'est très malsain parce que le personnage est malveillant comme jamais. Absolument. Mais je pense que la mort de Kanki a mis un gros coup dans l'aile à Kingdom parce que en fait, Kanki n'a pas été remplacé et il ne sera pas remplacé. C'est difficile de créer deux Kanki. Ouais. Et je pense qu'il y a beaucoup de lecteurs qui se sont écartés de Kingdom, malheureusement. L'arc de Han, il met en avant le plus petit État avec un général qui ne génère pas une hype extraordinaire, le général Tout, que j'apprécie. J'appréciais moins au début, mais j'apprécie là maintenant. J'aime beaucoup aussi, ouais. Donc en fait, le cocktail actuel de Kingdom fait que c'est compliqué pour l'œuvre parce que tu as un État qui est tout petit. On savait tous pertinemment que cet État, on sait tous que cet État va tomber. Il est déjà tombé d'ailleurs, je crois, d'ailleurs dans les derniers scans. Absolument. Et il met en avant un général qui, bon, ne génère pas une hype extraordinaire. Tu vois. En fait, c'est simple. Dans Kingdom, tu as des persos qui sont en ultra hype dans la communauté. Tu as Kanki, tu as Uzen. Uzen, moi je suis le premier fan de Uzen. Après, évidemment, le protagoniste est assez populaire. Yotanwa aussi est assez populaire, etc. C'est vrai. Et en fait, là, malheureusement, dans cet arc, bah, tout n'était pas réuni pour générer une hype. Et le problème qu'on a eu aussi dans l'arc de Han, c'est les antagonistes. Les antagonistes manquaient cruellement De de, charisme. de charisme, de crédibilité. Ouais. On te les a introduits en te disant ah bah au fait ils arrivaient à repousser l'armée d'un tel. Voilà, les gens ont senti un peu le côté bricolage. Donc je pense que Ouais, je pense à Kingdom, ça. Et hum, j'ai aussi un, peut-être quelque chose à te transmettre. En bien sûr, fait, sur le côté de Kanki, on s'y retrouve, totalement. Il a vraiment il y avait un côté vraiment tout tourné en fait. Il a absorbé toutes les tensions qu'il y avait. Enfin, en tout cas, il les générait à 200. Et finalement, ça permettait pas forcément aux autres personnages de s'exprimer. Ça, c'était pour la partie Kanki. Je c'est trouvais que vrai vraiment il y aussi. avait un côté très tension autour de lui et une fois que tu enlèves la tension dans un manga, déjà, tu perds énormément de choses. La deuxième chose par rapport à ce que tu viens de soumettre, moi, je trouve que là où l'arc de Han, il tombe entre guillemets «mal», c'est que l'auteur nous a eu complètement parce que on se retrouve au départ avec Kingdom avec un principe un peu de: «Allez, on va faire la guerre, on rentre, on va faire la guerre, on rentre. On gagne, on perd, on gagne, on perd» et en fait, on se retrouve avec un arc précédent où tu parlais du général Uzen. En fait, il a réussi à tout mêler et à faire atteindre une sorte d'apogée de l'œuvre, en tout cas une des apogées de l'œuvre, j'espère qu'il y en Oui, aura d'autres, quand oui, finalement il a décidé de faire perdre Uzen et oui. l'armée de Qin 2 fois et quand il fait perdre l'armée de Qin 2 fois, on peut dire que c'est vraiment le rebondissement absolu. Ah oui, on Parce est que bien finalement, d'accord. tu t'attends pas bah, moi non Voilà. plus. Tu t'attends pas à ce que ton armée, enfin l'armée que tu suis et finalement qui est celle des protagonistes principaux et des héros de Mhm. l'histoire, elle soit battue 2 fois. Qu'elle le soit une fois, il y a pas de problème. Et une fois que tu arrives là, tu sais que finalement, il y a eu donc du coup les réformes qui ont été passées, par Heisei et par du coup, toute la Chine. Donc comment tu peux faire penser à ton lecteur à ce moment-là qu'il va se passer autre chose qu'un dénouement heureux dans l'arc de Han et peut-être même dans celui qui va suivre? C'est absolument impossible. Pas possible. T'as Donc tout mis, je suis d'accord finalement avec toi. Je suis d'accord avec toi. ouais, 100%. donc je me dis là, en fait, on va être arrivé sur un moment où c'est pour ça que ma question, elle était peut-être orientée quand je te dis: «Est-ce que la hype Kingdom peut repartir?» C'est là et ça doit se faire peut-être sur le long terme, je pense. Compliqué dans les prochains arcs parce que je pense aussi que il y a un personnage parce que de toute façon c'est dit après Han c'est Zhao, donc on va arriver sur Riboku. Moi je pense qu'on arrive évidemment sur la fin de Riboku. Ça a été teasé de toute façon par Kakukai, je crois, qui a dit qu'ils vont faire quelque chose sur lui, etc. Donc je pense qu'on arrive sur la fin de Riboku. Et si on perd Kanki, si on perd Riboku par contre ça va faire encore plus de mal que Kanki. Parce que Riboku, c'est l'antagoniste ultime, en fait. C'est vraiment l'antagoniste ultime de Kingdom. Quand tu prends ça en compte, je me dis que la hype Kingdom ne pourra repartir réellement qu'à l'arc de Shu. Parce qu'en fait, pour qu'il y ait une hype, il faut qu'il y ait des protagonistes. Nos protagonistes, ils sont là, ils sont en place, hein. Ils sont là, on a Uzen, Shin, etc. Ils sont là. Mais il faut qu'il y ait des antagonistes. Et là, malheureusement, quel antagoniste génère une attente, une hype actuellement, mis à part l'état de Shu, il n'y a personne d'autre qui génère une Et telle encore, hype. tu les connais pas trop, hein. Tu les Et connais encore, ils pas ne sont pas trop, hein. très connus. Et, ouais, mais c'est plus le mystère de Chou Oui, oui. qui me fait dire, je me demande bien qu'est-ce qu'il y a là-bas, tu vois. Mais tu prends Huawei, on n'a que Go Mei.
voilà, C'est vrai, non, complètement. qui est sympathique en soi, mais bon, voilà. Ouais, L'état de Yann, soyons sérieux 5 minutes. On a Ordo et ses amis. Et l'état de Zao, je sens qu'on va avoir un arc un peu bizarre. Voilà, je le sens, il va y avoir un truc avec Riboku, machin et tout. Donc, je me dis que, mis à part l'état de Chou, la Hype Kingdom risque, à mon avis, de rester, on va dire, plate jusqu'à l'état de Chou. Parce que je pense que là, ils vont dérouler. En plus, là, s'ils ont réussi, et s'ils ont réussi, parce que j'ai vu dans le dernier chapitre, ils avaient déjà quasiment réussi à envahir Han. Donc, c'est-à-dire, ils absorbent Han, ils deviennent une super puissance militaire quasi inégalée, mis à part Shu. ouais. Donc là, moi, il faut me dire comment Wei peut s'opposer à eux. Comment Wei peut Bah, écoute, c'est s'opposer vrai. Comment Wei peut s'opposer là actuellement à l'état de Qin qui vient d'absorber, ils viennent Ouais, d'absorber Han, ils ont pas perdu beaucoup d'hommes, donc ils vont absorber évidemment tout l'état. Ils sont en position de force. Clairement, il y a que Riboku actuellement, il y a que Riboku parce que Riboku reste imprenable là où il est, tellement il gère bien son truc. Il y a que Riboku et il y a que Shu. Et Riboku, ça nous a déjà été teasé qu'il allait perdre dans une. Ils vont peut-être l'assassiner ou un truc comme ça, Riboku, je pense. Donc, je je me pense comme dis, ça aussi. ouais, donc je me dis, mis à part l'état de chou, la hype de Kingdom risque de rester très, très, très basse, je pense, jusqu'à l'état de chou. Après, il y aura peut-être Ouais. quelques petits duels, quelques petites choses, hein, choses évidemment intéressantes, mais ça va rester très, très plat pendant un très long moment. Ce qui ne veut pas dire que le récit sera moins bien raconté par Ara. Je pense qu'il gardera son très haut niveau de narration et tout. Lui, il reste droit dans ses bottes, il reste droit dans son truc. Mais je pense que là, les événements vont contre lui. La mort de Kanki, la potentielle mort de Riboku, le Les côté défaites douzaines. la défaite douzaine et tout, il y a plein de choses qui vont contre lui. Alors, je pense que ce qui serait intéressant, ça avait été teasé depuis un petit moment, ce serait pourquoi pas un retournement de Uzen. Il y a un moment donné où on pensait que Uzen pouvait se retourner contre Kin ou un truc comme ça. C'est vrai que si moi tu me mets ça, là tu relances ma hype puissance 1 milliard. Tu me dis Ouais. que Uzen devient antagoniste, moi c'est bon là. Là moi tu m'as, Et ça y est, ça part. ce serait pas impossible, hein. Ce serait vraiment pas impossible. Tu me dis ça, je te dis waouh, mais bon Ouais, voilà, à voir, à OK. voir. Alors, j'espère que du coup, ta dernière théorie sera peut-être l'une de celles qui se confirme parce que franchement, moi aussi, ça me hyperait énormément et tu Ah sais oui, quoi? Je te remercie d'être venu parce que j'y avais même pas songé. Je crois qu'on a réussi à faire le tour, de façon assez, exceptionnelle. Déjà, je voulais te remercier d'être venu, de merci à t'être toi. libéré et de m'avoir donné, du coup, l'occasion, bah, de parler de ton manga. Encore une fois que je vais m'empresser de lire, tu peux en être sûr. Si tu es OK, je pourrais aussi te faire un petit retour sur les réseaux Ah bah avec parce plaisir. que ça me ferait plaisir de, voilà, de voir, Sûr. cette œuvre, sous ce format-là. Je trouve que c'est une excellente idée qu'il y a eu. Je trouve que ce que tu as choisi, en fait, comme manière de le réaliser, c'est top. Donc Merci beaucoup. là-dessus, je peux juste te dire de continuer. J'ai eu l'occasion, moi, déjà de voir, Dragon Ball, Broken Horizon. J'avais trouvé ça Ah très oui, cool. oui, Donc effectivement, là, on était plus, dans l'auto-édition, mais c'est voilà, ça fait aussi partie du coup de ton œuvre. Je sais pas où ira Fumigène H, la chaîne YouTube, mais en tout cas, j'espère qu'il y aura toujours un petit peu de place pour des reviews et notamment sur Kingdom. On en a bien parlé aujourd'hui. Je te cache pas que j'étais aussi content de pouvoir, en parler. Pour moi, on a tout réuni dans cet entretien. Un petit mot pour la fin? ouais, un petit mot pour la fin. Alors, où ira Fumigène H? Il y aura toujours des reviews, je ferai toujours des analyses. Forcément, il y en aura moins, ou elles seront peut-être plus condensées, ou prendront sur des périodes plus larges, peut-être sur des tomes, etc. Mais il y aura toujours des analyses des œuvres que j'aime. Déjà parce que je dois beaucoup quand même à la communauté Kingdom, je tiens à le dire. Moi, sur YouTube, mes vidéos qui ont le plus fonctionné très rapidement, c'est Kingdom. Alors, quoique au début, non, mais après, elles ont monté en puissance. Donc moi, j'ai un rapport très fraternel avec la communauté Kingdom. Donc tant que faire se peut, c'est-à-dire que tant que je pourrais, vraiment, je le ferai. Le jour où je devrais arrêter, bah, je le dirai, les gars, j'arrête, désolé, je peux pas. Je pense que les gens comprendront. Donc j'essaierai toujours de continuer quand même à faire des analyses Kingdom, etc. Et Blue Lock aussi, parce que j'aime bien le petit Blue Lock. J'aimerais aussi rappeler que, évidemment, le tome est disponible, parce que beaucoup de personnes m'ont demandé, ouais, comment je fais Bien pour sûr. l'avoir? Eh bien, en fait, c'est très simple. Vous vous rendez chez votre libraire. En fait, vous avez deux cas de figure. Soit vous faites travailler votre libraire, et c'est ce que moi je vous conseille de faire. Et votre libraire, normalement, soit il l'a, et s'il ne l'a pas, il peut le commander. C'est disponible dans 100% des librairies, que ce soit dans les dom-toms ou en France.
d'accord? Maintenant, si vous n'avez pas de libraire à côté de chez vous, ce qui arrive, hein, parce qu'il y en a de moins en moins, eh bien vous vous Bien rendez sûr. dans votre grande surface, Leclerc, Leclerc, et cetera, Espace culturel Leclerc, et cetera, et vous le commandez, c'est toujours pareil, s'il n'est pas disponible, vous le commandez. Et évidemment, si vous ne pouvez pas vous déplacer, eh bien vous avez tous les grands sites, de toute façon, tous les gros sites marchands qui les vendent, Amazon, Cultura, Fnac, etc. Donc voilà, tous ces sites, de toute façon, le proposent. Et pour ceux qui aiment, évidemment, Dragon Ball, sachez que Dragon Ball Broken Horizon, on continue, les gars, et oui, on continue, on n'a pas lâché l'affaire, et notre tome 5 sortira au mois de septembre, si tout va bien. Parfait. OK. Eh ben, les amis, je pense que vous avez absolument tout ce qu'il vous fallait comme information pour pouvoir lire le manga de Frantz Fanon, ainsi que la suite de Dragon Ball Broken Horizon. N'hésitez pas, si vous pouvez, à attendre un peu, à aller dans les librairies. Effectivement, c'est vrai que les libraires, il y en a de moins en moins, mais après, vous faites également comme vous pouvez. Ça, on en est tous conscients. Olivier, merci à toi. Merci à toi, Genzo. Les amis, on se retrouve très bientôt pour un prochain Café Anime et d'ici là, prenez soin de vous. Des bisous tout le monde. Ciao.